les automatisations les plus simples sont généralement celles qui te font gagner le plus de temps. Et voilà, faut pas rentrer dans ce biais où, non mais ça c'est simple, une tâche qui te prend 5 minutes par exemple par jour, si tu l'automatises, tu te rends compte que tu as gagné une demi-heure dans ta semaine, quoi. Salut Lilian, comment tu vas? Salut Anthony, ça va et toi? Bah écoute, nickel, c'est vraiment un plaisir de partager un moment avec toi, puisqu'on s'est connus il y a quelques temps à travers un coaching il y a un moment. Et, Ouais, c'est clair. et toi, tu as, voilà, t'as avancé dans tout ce qui est automatisation. Alors, est-ce que tu peux te présenter déjà en quelques mots, savoir ce que tu fais, qui t'es, et avant qu'on attaque dans le vif du sujet? Ouais, bah merci Anthony de me recevoir dans ton podcast. Bah, c'est vrai qu'on s'est rencontrés, je crois, il y a 3 ans, un truc comme ça, Ouais, en 2020. Et bah, qu'est-ce que je fais? Alors moi, j'ai eu une vie avant le Covid. J'étais plutôt dans vendeur, manager, directeur adjoint dans des magasins alimentaires et de vêtements. Et puis après, je suis devenu commercial. Ma dernière expérience vraiment avant le Covid en salarié, c'était commercial dans une start-up dans le BTP. Et après, bah, voilà, il y a eu le petit Covid, le gros Covid même. ouais. Et on a essayé de s'en sortir, alors à travers des coachings, à travers des formations où on a pu se rencontrer. Et puis après, j'ai découvert en fait une communauté, donc on a le no-code en fait. Et aujourd'hui, voilà, là on est en 2023, donc quand je dis le mot no-code, à mon avis, pas mal de personnes vont comprendre ce que c'est, mais c'était pas le cas au tout début, enfin en fin 2020, tout début 2021. Et, et donc voilà, depuis cette période-là, je me suis expertisé sur euh, deux outils, donc ce qu'on appelle le no-code Ops, donc notamment sur Make, qui permet d'automatiser donc des processus, des données, et sur Airtable, qui permet de créer des bases de données un peu comme Notion, tu vois. Yes, Et, ok. et j'ai eu aussi une expérience de 1 an en salarié pour une boîte de vidéos pour Jelly Smack, ceux qui connaissent. Et voilà, et là, je suis renouveau freelance full-time. J'accompagne des entreprises à automatiser sur Make et à leur créer des outils métiers sur Airtable. Ok. Voilà. Et alors, c'est quoi la différence entre no-code, automatisation? Hmm, C'est pas très clair pour moi. En fait, l'automatisation, on comprend ce que c'est pour automatiser les process. Mais le no-code, c'est le hmm. moyen d'y arriver. C'est, Alors, le no-code, en fait, c'est tout ce qui va te permettre de créer soit des produits, soit des choses sans coder. Donc, je te donne un exemple. Avant, pour créer un site internet, bon, tu avais WordPress, voilà, ce qu'on connaît tous. Mais sinon, tu devais coder. Donc, c'est-à-dire que tu devais taper des lignes de code dans un certain framework pour avoir ton site internet. Pour créer, par exemple, des outils et des bases de données, pareil, il fallait savoir coder. Et depuis 2020, maintenant, tu peux réaliser donc des sites internet sans coder, comme par exemple sur Webflow, comme Doric. Donc, ça fonctionne en fait en drag and drop. Ça veut dire que tu es devant une interface, tu es en train de faire ton site internet en, en posant des briques, comme ça, tu vois, par exemple, tu vas dire, bah, tiens, là où je mets mon header, là, je mets une Hmm. section. Et tout ça en faisant glisser-déposer. Et donc, du coup, tu n'as plus besoin de coder. Et ce que tu vois, c'est ce que tu as comme résultat. Yes. Ça, c'est pour la partie un peu créer voilà, des sites web, on va dire. Dans le no-code, tu as aussi donc, toute la partie plutôt pour les opérationnels. Donc, auparavant, beaucoup de gens, par exemple, travaillent avec, tout le monde connaît Excel. Excel, c'est un tableur. Et beaucoup de personnes se servaient d'Excel comme base de données. Donc, par exemple, se servait d'Excel pour faire un CRM avec des macros, des VBA, alors que Excel, c'est pas une base de données, c'est un tableur. Et auparavant, les bases de données, c'était un peu, c'était pas accessible au grand public. Tout le monde ne pouvait pas créer comme ça une base de données, il fallait savoir coder également. Et donc là, il y a eu des outils comme Notion et comme Airtable qui sont arrivés sur le marché et qui te permettent d'avoir une base de données donc sans coder. Donc Notion, tout le monde connaît. Tu peux créer des blocs dans des blocs dans des blocs. Et un de ces blocs-là, c'est bah, la fameuse base de données. Et Airtable, c'est pareil, tu peux créer en fait des bases de données très puissantes.
Et tout ça sans coder. Et après, tu as une dernière partie dans le no-code qui est donc tous les outils qui te permettent d'automatiser. Alors là, c'est un petit peu plus technique, Hmm. mais je vais essayer de vulgariser au maximum. Ça marche. Euh, Typiquement, dans tous les outils que tu utilises au quotidien, donc par exemple Calendly, Google, Google Sheet, ton HubSpot, tout ça, tous ces outils, en fait, nous, visuellement, enfin, on accède à l'interface, tu vois, avec notre login, mot de passe. Ouais, Mais ce qu'on ne voit pas derrière, c'est que les développeurs, ils ont aussi prévu une API. Donc, une API, c'est une. Je ne sais plus ce que ça veut dire, API, Programming Interface. Il y a A, Programming. Bon, je ne sais même plus la honte. Je le savais encore hier. Mais typiquement, c'est quoi? C'est en gros le moyen pour accéder à ses propres données. Donc, par exemple, tu vois, tu as un CRM sur HubSpot. Le seul hmm, moyen d'accéder à tes données sur HubSpot, c'est de te connecter sur HubSpot.com, mettre ton login, mot de passe. Mais en fait, il y a un autre moyen que tout le monde, le grand public ne sait pas ou qu'on peut faire, c'est en passant par l'API. Et donc, l'API, c'est un peu les routes qui sont prévues pour aller, pour accéder à des données sur une autre application. Donc, tu peux faire 4 actions en fait sur une donnée qui est sur sur n'importe quelle application. Tu peux la lire, tu peux la créer, tu peux la supprimer ou tu peux la modifier. Tu vois, généralement, c'est ce que tu fais quand tu travailles avec de la donnée. hmm. Euh, L'automatisation, les outils d'automatisation, qu'est-ce qu'ils font? Ils te permettent, en fait, pareil, sans coder, d'accéder, en fait, à n'importe quelle API du moment que tu as la permission et donc de pouvoir automatiser des choses. Donc, par exemple, je reprends mon exemple avec HubSpot. Quand toi, tu vas pouvoir créer automatiquement, en fait, un prospect, une opportunité dans ton HubSpot sans devoir toi-même aller sur l'application et faire le bouton créer, etc. Tu vas pouvoir le faire en fait grâce à d'autres outils comme Zapier ou comme Make. Voilà. Et Yes. Et ben alors, du coup, pour la petite, j'ai regardé la API. En fait, c'est interface de programmation d'application. Donc, si je le retranscris avec mes mots, en gros, c'est un programme qui peut application être programmée accessible interface. du coup par d'autres programmes. Tu peux te plugger dessus et en Exactement. extraire les données et puis travailler avec ces données-là, quoi. Exactement. Par exemple, tu vois, le gouvernement a beaucoup d'API donc, qui sont publics. Et donc, tu as beaucoup d'outils. Un outil qui est très connu, qui s'appelle Papers, qui devient de plus en plus connu et qui a d'ailleurs sorti hier la possibilité d'aller récupérer des informations sur les députés. Et ça, c'est vachement intéressant. Vous tapez Papers politique. Et là, par exemple, alors comment ils font, eux, pour pour t'afficher toutes les données des entreprises, des députés, des choses comme ça? Mais ils se connectent aux API du gouvernement, qui sont publiques, qui Ah, sont ok. gratuites, qui sont accessibles à tout le monde. Et ça Tu vois, donc centralise du coup. voilà, c'est pas une armée de stagiaires en fait qui toute la journée va sur le site du gouvernement et qui regarde les infos, qui les compare pour voir si c'est à jour sur leur propre site, etc. Non, Pepper se connecte sur toutes les API du gouvernement, récolte toutes les informations en temps réel et les réaffiche sur leur site à eux. Et voilà. Et donc c'est un agrégateur, tu vois, voilà, parce que toi en tant que particulier, c'est beaucoup plus difficile pour toi d'aller sur le site du gouvernement, de chercher des informations sur Mhm. une entreprise ou voilà. Donc là, sur Paper, c'est beaucoup plus simple. Yes. Ok, bah tu vois, je connaissais pas cet outil. Et Ah, mais alors, tu vas t'en servir, je pense que c'est ah bah, je vais génial. noter ça, je vais aller découvrir après. Et alors, du coup, je sens que ça t'anime, cette idée d'automatisation, de manipuler un peu les données, de les organiser. C'est quoi un peu, toi, on va dire, ton approche, un peu ta vision un peu sur tout ça? Et surtout, Mm, concrètement, qu'est-ce que ça bah, t'apporte à toi et puis à tes clients au quotidien par rapport mm, à leur organisation tous les jours, par rapport à leur temps aussi? Peut-être qu'ils peuvent gagner du mm. temps. C'est quoi un peu ton approche là-dessus? Bien sûr. En fait, l'automatisation, aujourd'hui, t'as trois piliers vraiment qui vont te servir. Trois raisons pour lesquelles tu automatises. La première, c'est le gain de temps. C'est ce qu'on peut le plus caractériser, c'est ce qui est le plus demandé par les entreprises, c'est de pouvoir gagner du temps.
Gagner du temps, c'est-à-dire que, par exemple, demain, tu as une entreprise qui doit envoyer beaucoup de documents à faire signer. Et ben, ça prend du temps parce que tu dois envoyer le document, on te le retourne signé, tu dois le rescanner ou tu dois le mettre dans un dossier, tu vois, sur Drive avec le prénom, le nom de la personne. Tu dois ensuite aller dans ton outil qui te permet un peu de gérer tout ça, de mettre, voilà, là, c'est bon, il a signé, etc. Donc, t'imagines, ça prend énormément de temps. Euh, et là, des exemples pour gagner du temps, j'en ai plein. L'autre raison pour laquelle on automatise, c'est tout ce qui va être erreur. Les humains font des erreurs, c'est comme ça. Donc, par exemple, tu as une personne qui a un tableau Excel et elle doit remettre les données, les vérifier, les remettre, par exemple, dans un autre outil. Mmh. Et bah, elle va réécrire, en fait, des données qui existent déjà dans un tableur Excel. Par exemple, prenons un fournisseur. Le fournisseur, en fait, lui, il reçoit des tableaux Excel d'un magasin pour commander des produits, par exemple. Et là, le magasin a dit, bah, je veux, voilà, je sais pas combien de kilos de tomates, je veux tant de boîtes de céréales, je veux, voilà. Si le fournisseur, lui, qui reçoit le document en Excel, il doit re-rentrer ces informations-là dans un outil à lui, il va le faire à la main. Sur 100 produits, enfin sur 100 données qu'elle va rentrer, il y aura forcément des erreurs. Bah, ouais, c'est obligé. Si c'est rentré Obligé. manuellement. C'est obligé. Et ces erreurs-là, au quotidien, elles coûtent énormément d'argent, puisque bah, il y a des retours. Ah bah ça, j'ai pas reçu. Ah bon, bah, on doit retourner dans le fichier, etc. Et ça, c'est valable tout le temps. À partir du moment où tu vas demander à quelqu'un de faire une action en fait manuelle, il va forcément faire des erreurs. Donc ça, c'est la deuxième raison. Et la troisième, en fait, elle rejoint un peu bah, la première par rapport au niveau à la gestion du temps, c'est de pouvoir réapporter de la valeur au travail. Parce que tu sais, et je pense que tu le sais, nous, on l'a peut-être un peu vécu dans notre génération, mais quand tu faisais des stages chez tes parents ou quoi, quand tu faisais ton petit stage de troisième, franchement, tu faisais des choses qui étaient vraiment très inutiles dans l'entreprise. Généralement, on te donnait le fond des tâches à faire. Ouais. Et, et tu vois, mais des fois, ça n'avait aucun sens, en fait, ces tâches-là. Et toi-même, tu ne savais pas pourquoi tu faisais ça, quoi. Moi, je me rappelle, je travaillais dans le cabinet. Ma mère bon, elle est à la retraite, mais elle était comptable. Un jour, j'ai travaillé dans son cabinet et je devais, pareil, recopier en fait des données qui venaient d'une imprimante et les recopier quelque part. Ça n'avait aucun strict sens, en fait, tu vois. Ça, aujourd'hui, eh ben, on peut éliminer tout ça. Et donc, moi, au lieu de faire ça, en tant que stagiaire, peut-être qu'on m'aurait confié des choses peut-être un peu plus importantes parce que le fond, tu vois, du travail, le fond du panier n'est plus aussi bas, tu vois, que actuellement, grâce à l'automatisation. Maintenant, peut-être que les pires trucs à faire, c'est peut-être quand même 10 fois plus intéressant que les pires trucs à faire il y avait il y a Mmh. 10 ans, tu vois. Ça permet de Euh, valoriser aussi, ouais, d'autres tâches, d'amener plus de valeur aussi avec l'automatisation. Voilà, ça permet de supprimer les tâches à non-valeur ajoutée. Les tâches qui servent à rien, les tâches que tu fais, que tu es obligé de faire, mais qui servent absolument à rien. Par exemple, tu vois, tu as ton CRM, tu as le nom de ton entreprise, tu dois aller envoyer un devis, une facture à cette entreprise-là. Tu dois aller sur société.com, récupérer les infos légales, t'assurer que c'est bon, c'est bien les bons numéros, que c'est la bonne adresse, puis envoyer la facture par mail, et puis finalement tu t'es trompé, c'était pas ça le numéro de TVA, et puis machin, alors que par exemple avec Papers, tu peux, avec l'API de Papers, tu peux avoir ça automatiquement. Excellent. Voilà. Donc en gros, les trois raisons pour lesquelles on automatise aujourd'hui. Euh, voilà. Et alors du coup, bah, c'est super clair. Merci, pour ça Lilian et par rapport à, aux entrepreneurs, aux freelances, est-ce que c'est utile d'automatiser certaines choses ou c'est plus réservé à des plus grosses boîtes? Eh ben, en fait, tu vois, l'automatisation, c'est pas que pour les grosses boîtes. Tout le monde peut automatiser à son échelle, à titre personnel également. Tu peux automatiser. Pour les freelances, ça peut être très pratique parce que surtout les freelances où on est tout seul dans notre business,
et on va pouvoir, bah, nous, notre temps est précieux. Je dis pas que dans une autre entreprise, le temps n'est pas précieux, mais nous, on est tout seul. Personne va faire notre administratif, personne va relancer nos prospects, personne va aller Ça, faire c'est de la clair. prospection pour nous, personne va faire tout ça. Donc nous, si on fait pas tout ça, bah, on est foutu. Et donc, tu as des freelances qui se crament un peu des fois parce qu'ils ont une armée de choses à faire parce qu'ils n'ont pas automatisé. Euh, un bon cas d'usage, tu vois, pour un freelance, c'est au niveau du choix des outils, c'est vraiment de vérifier si bah, déjà il y a une API qui est disponible. Prenons un exemple. Je pense qu'en tant que freelance, on a tous le fameux Calendly. T'as Calendly ou pas? Alors, je l'ai, figure-toi, mais il n'est pas paramétré à 100%. Mais Ok, ok. Et ben tu vois, alors, qu'est-ce que par exemple, tu utilises quoi pour gérer tes prospects, tout ça, quoi, toi? Eh Est-ce que tu as ben, un CRM? eh ben justement, c'est un peu le bazar. Je dois avoir un fichier Google Sheet qui Là, là, doit là, là. traîner quelque part et avec Ok, des lignes dans tous les sens, des espèces de codes couleurs qu'on n'y que ok, ni ouais. tête. Ok, Et donc voilà, donc ça c'est un exemple très concret. d'accord, ok. Bon, bah, on est typiquement vraiment voilà, dans l'exemple. Bah, par exemple, tu vois, tu sais que quand tu vas envoyer ton calendrier à un prospect, tu sais qu'à un moment donné, ce prospect, j'espère, il va devenir un client à qui tu vas envoyer une facture. Donc, quand tu vas envoyer ton calendrier à ce prospect, lui il va prendre rendez-vous. Et en fait, le calendrier, c'est non seulement un outil pour prendre des rendez-vous, mais c'est aussi un outil de formulaire. Il va rentrer des données qui sont directement formatées. Il va mettre son prénom, son nom, son mail Ouais. et peut-être une ou deux questions supplémentaires que tu vas lui ajouter. Euh, une fois qu'il a fait ça, toi, tu as besoin de le rentrer quand même dans ton Google Sheet ou dans ton Notion ou quoi ou qu'est-ce, puisque ce prospect-là, il va falloir que tu fasses des actions sur lui. Donc, tu as besoin qu'il soit dans ton CRM. Alors après, comment il est fait ton CRM, Spot, Airtable, Notion, comme tu veux, mais en tout cas, il est bien sur un CRM, tu as besoin d'avoir un suivi sur lui. Ouais. Et donc, tu vois, le fait, là, ta donnée, elle est que dans Calendly, au moment où il a pris le rendez-vous. Comment tu fais pour la faire rentrer dans ton CRM? C'est exactement les mêmes données. Si tu n'automatises pas, bah, tu vas réécrire dans ton CRM le prénom, le nom, le mail, la date à laquelle tu as eu son contact, etc. Et ça, c'est si tu n'oublies pas, tu vois. Si tu Bah, ça, oublies, c'est effectivement, c'est le cas de figure typique où j'ai un document de base référence avec tous les contacts, par exemple, et puis il peut avoir d'un autre côté effectivement le Calendly, et puis peut-être autre part encore d'autres données, et du mais coup tout tout à ça est fait, un peu dans son coin et perdu, exactement. pas Tout ça ne utilisé. se parle pas. Et, euh, Et donc, tu vas faire rentrer cette donnée dans ton CRM. Au bout d'un moment, donc là, grâce à l'automatisation, bah, le calendrier, depuis le calendrier, ça va rentrer direct dans ton CRM. Et puis ensuite, bon, bah, tu vas faire quelques calls avec lui. À un moment donné, ça va devenir un projet. Et donc, quand tu vas devoir créer un projet, un jour, tu vas lui envoyer bah, une facture. Et donc là, c'est pareil. En fait, tu vas tout simplement chercher le nom de son entreprise, par exemple sur Papers. Tu vas pouvoir rentrer son numéro de SIRET, par exemple, dans ton CRM. Et là, automatiquement, tu peux faire aussi une automatisation pour aller enrichir, ce qu'on appelle enrichir, en fait, ta donnée. Donc, ça veut dire enrichir, ça veut dire que tu as déjà un bout de plein de données. Donc, tu as son Ouais. prénom, son nom, la boîte, son SIRET. Enrichir, ça veut dire que tu vas faire une automatisation qui te permet de récupérer la TVA, l'adresse, le siège, toutes les infos légales que tu as besoin. Voilà. Donc ensuite, au bout d'un moment, ben voilà, ça se passe super bien. Tu lui envoies une facture. Et là, pareil, tu lui envoies une facture. Manuellement, il va falloir que tu mettes dans ton outil, pareil, de CRM ou de gestion de projet, que tu lui as envoyé une facture à telle date, de tel montant. Voilà. Parce que sinon, tu vas finir par oublier, surtout si tu as beaucoup de clients. Au bout d'un moment, il va te payer. Donc, tu vas recevoir de l'argent sur ton compte en banque. Et là, bah, ton compte en banque aussi, par exemple, si tu utilises Conto, notamment, tu as plein de comptes en banque qui ont une API, et ben, tu vas pouvoir relier ce virement sur Conto et de dire, bah, ce virement-là correspondait à cette facture qui est sur mon CRM, et donc je vais pouvoir
bah, mettre ce statut-là en facture payée. Et donc, je vais pouvoir arrêter de le relancer toutes les semaines en lui envoyant un mail, «Eh, t'as pas payé», par exemple. Tu Mmh. vois. Mais Conto, en Et- fait, tu peux le greffer sur ta propre banque, même si tu es pas chez Conto. oui, c'est un petit peu plus compliqué parce que Conto a vraiment fait un gros travail au niveau de l'API et ils sont géniaux pour ça. Mais tu peux le faire avec Shine. Alors, avec Shine, par exemple, tu as déjà des relances automatisées, tu as déjà tout ça qui est bien géré. Mais par exemple, sinon, avec moi, j'utilise Abi aussi. Je sais pas si tu connais. Habit, Abi, non. bah, pour créer les factures, des devis, des factures sur un compte, Abi, c'est très pratique. Tu as même un CE pour indépendant. Ah yes. Donc, Ah, parce que moi, je l'ai fait encore de manière artisanale. J'ai ah fait ouais, sur bah non. InDesign à la mano mes factures. Donc là, on est très loin de l'automatisation. Ah bah non, ouais, non, là. Alors, après, si tu veux, faut faire attention entre l'automatisation et s'équiper d'outils voilà, efficaces aussi. Je pense que Mhm. ça, c'est deux choses. C'est deux choses différentes. Mais dans un premier temps, avant d'automatiser, je pense qu'il faut d'abord s'équiper d'outils qui sont efficaces. Par exemple, Abi, tu vois, c'est gratuit. Moi, je te conseille plutôt d'utiliser Abi plutôt que ton logiciel de design ou je ne sais pas quoi, parce que Ouais, tu vas pouvoir ouais. recenser un peu tout ça. Et puis, tu vois, tu dois payer, je ne sais pas quel est ton statut, mais tu dois payer de l'URSSAF Ouais, tout ou de à fait, ouais. l'impôt. Voilà. Donc, donc voilà. Et en fait, tout ça, bah, tu vois, pareil sur l'URSSAF, en fait, au bout d'un moment, quand tu as tout centralisé dans une base de données ou un Notion, bah, tu sais exactement combien tu dois payer de d'URSSAF tous les mois. Et tout ça, en fait, grâce à ta base de données, tout ça est calculé automatiquement. Ah ouais, Donc, donc ça t'amène comment dire, une sorte de soulagement aussi parce que tu as des données relativement fiables qui viennent automatiquement et ça t'évite tout à aussi de fait. naviguer à vue et d'avoir ouais, une vue d'ensemble là-dessus, quoi. Exactement. Donc, voilà, sur le freelance, il y en a beaucoup, hein, des cas d'usage, mais sur le freelancing, en tout cas, ça, c'est un des premiers cas d'usage que c'est vraiment la gestion administrative. Ça n'a aucune valeur de gérer ça à la main. Je sais Mm. que beaucoup de freelances prennent leur vendredi après-midi ou je ne sais pas quoi pour pouvoir traiter tout ça. C'est une charge mentale de dingue, c'est source d'erreur. Alors, quand tu automatises tout ça, déjà, tu es beaucoup plus soulagé. Ça devient plus une corvée. Moi, ma gestion administrative, elle me prend 5 minutes par semaine, tu vois, vraiment. Et, Excellent. Ah, ça, j'ai presque envie de dire, ça fait rêver. et pourtant, Ouais. c'est réel, hein, franchement. Mais voilà, il faut juste travailler avec les bons outils et puis après, être un petit peu. Parce que c'est pas compliqué, hein. Tu vois, là, on a parlé beaucoup d'automatisation, d'API, tout ça. Ça peut paraître être un monde, mais c'est pas si compliqué que ça. Voilà. Yes. Alors du coup, est-ce que tu as quelques exemples un peu partagés de toi, un peu comment tu utilises ça, ou peut-être des gens que tu as accompagnés ou qui Bien avaient sûr. voilà, autour de toi un peu des soucis et auxquels tu as pu Mhm. apporter des solutions avec l'automatisation du coup? Bien sûr. Eh ben, par exemple, la relance automatique de factures impayées. Donc, typiquement, voilà, tu as un outil donc, qui a une API, tu crées une facture, par exemple sur Abi, pour prendre cet exemple-là. Abi a une API, donc ça va te permettre de l'événement, j'ai créé une facture avec tel client, ça va pouvoir déclencher une automatisation. Et là, on n'a pas parlé des outils, mais tu as deux outils principalement qui font ça. Tu as un outil qui est un peu plus simple qui s'appelle Zapier, que je pense que tout le monde connaît un petit peu. Et Hmm. tu as un outil sur lequel je suis plutôt expert qui s'appelle Make. Ok, Euh, alors, Zapier a l'avantage d'être plus simple à prendre en main, mais le désavantage de coûter assez cher au bout d'un moment. Et Make, il est un peu moins facile de prise en main, mais par contre, il va beaucoup plus loin et il est beaucoup moins cher. Moi, j'utilise Make principalement. ok. Donc ça Donc, te permet en fait, c'est l'outil qui permet de synchroniser un peu les API entre elles, c'est ça? exactement, ça te permet de créer vraiment ce qu'on appelle, donc dans Zapier, ça te permet de créer des apps, c'est-à-dire, bah, j'ai créé une facture, étape 1, c'est le déclencheur de mon automatisation. Étape 2, bah, peut-être que je veux mettre dans mon Notion ou quoi, ou qu'est-ce que il y a une facture qui est créée avec le montant dû, etc. Et étape 3, je veux envoyer un mail automatiquement à mon client en disant bonjour, voici ma facture en pièce jointe, merci de régler au plus vite, etc., quoi. Ok. Euh,
Voilà, ça peut être aussi, par exemple, pour de la génération de contrats. Donc, il y a des freelances qui vont être en régie, donc qui vont travailler un mois, 2 mois pour le même client. C'est ton cas, je crois, par exemple. Ouais. Comment tu gères ça avec ton client, par exemple? Tu lui envoies un contrat, il le signe, comment ça se passe, par Ah, exemple? moi, c'est particulier parce que la plateforme par laquelle je passe a ses propres outils et je passe Ok, par leur propre système qui génère ok. automatiquement la facture. Mais c'est vrai Mhm. qu'auparavant, en fait, j'avais des missions, par exemple, régulières avec des clients et donc je l'éditais Hmm. manuellement à chaque fois. Enfin, je faisais tout manuellement, ouais. Voilà. Eh ben, là, par exemple, imaginons, tu vas sur Google Doc, tu as un template, en fait, où, en fait, finalement, à chaque fois, tu vas juste changer le nom de l'entreprise, tout ça, quoi. Mais sinon, tout le Ouais. reste, c'est la même chose. Tu vas changer le montant, voilà, deux, trois données. Eh ben, grâce à l'automatisation, tu vas pouvoir, en fait, remplir ce template automatiquement avec bah, le nom de l'entreprise, voilà, le montant, toutes les données, ce qu'on appelle ça les données variables, et envoyer ensuite ce document-là en signature, donc via par exemple un outil comme PandaDoc ou DocuSign qu'on connaît tous, Hmm. et ça de façon automatisée. Et donc ton client va recevoir automatiquement par mail le DocuSign, veuillez signer le contrat, machin. Il va pouvoir cliquer, signer, et même quand il a signé, hop, ça va pouvoir redéclencher aussi une autre automatisation qui va être, par exemple, d'aller stocker le document dans un Google Drive avec le nom de l'entreprise. Voilà, par exemple. Donc, pour la génération de documents, c'est super pratique. Un autre cas aussi, euh, moi, ça m'arrive d'être dans des missions ou en régie aussi, et moi, généralement, je facture à l'heure. Et donc, j'ai besoin de traquer mon temps sur les tâches que je fais. Ouais. Donc pour ça, j'utilise Clockify. Et donc, et tout ça, je gère tout ça dans une base de données sur Airtable. Moi, je suis plutôt Airtable, tu vois. Mais tu peux le faire aussi sur Notion, ça marche très bien. Et donc, moi, quand j'ai un nouveau projet, je vais créer le projet, voilà, dans Clockify. Et puis, ça va automatiquement créer un nouveau projet dans Notion, donc qui généralement porte le nom du client. Et puis ensuite, à chaque fois que je vais traquer mon temps, à chaque fois la donnée, donc par exemple, ça peut être 30 minutes, 1 heure et demie, 3 heures. Chaque fois que je vais faire on, off sur Clockify pour dire bah, je démarre un timing, je mets fin Ouais. à un timing, boum, ça va aller dans ma base de données sur Notion et ça va mettre la durée. Donc à la fin du mois, toutes les données, tout le temps que j'ai passé pour ce projet-là est calculé automatiquement et à côté, je sais exactement combien je dois facturer au client. Tout ça automatiquement et sans erreur et sans oubli aussi. Et donc ça, c'est un bon cas d'usage aussi. Tu as autre chose, par exemple, la gestion des emails. Souvent, tu as des pièces jointes, tu sais, dans tes mails. Ouais, ouais. Et Ça peut vite devenir le bazar. voilà, ça commence à être n'importe quoi. Tu les mets dans un drive, tu y en a, elles sont sur ton dossier téléchargement. Enfin, voilà. Ce que tu peux faire, c'est que, pareil, si tu utilises Google Drive, à chaque fois que tu peux créer une automatisation, à chaque fois que tu reçois un mail, tu peux, s'il y a une pièce jointe, tu peux automatiquement récupérer seulement la pièce jointe et pareil, la stocker dans ton Google Drive avec marqué pièce jointe et tu peux aller encore plus loin, c'est-à-dire que tu peux créer un dossier par adresse mail. Bon, là, il faut pas que tu aies 50 personnes différentes qui t'envoient des Ouais, pièces ouais. jointes, mais généralement, t'en as pas tout le temps, mais et donc ça te permet de stocker tes pièces jointes à chaque fois. Et tu sais comment c'est sécurisé, c'est généralement des choses assez importantes. Euh, voilà, en gros, un peu les cas d'usage. Alors après, tu as d'autres choses plutôt liées à la prospection où tu peux aller, là c'est plus pour les freelances un peu grosses, qui ont besoin, par exemple, d'automatiser l'envoi d'emails, la création de campagnes email, vers des listes de prospects qui viennent de Sales Navigator, par exemple, sur LinkedIn. Donc là, c'est plutôt pour les solopreneurs, tu vois, ou les grosses qui sont en freelance. Hmm. Et là, bah, pareil, tu vas pouvoir te connecter à Sales Navigator via un autre outil, créer une liste de prospects à contacter. Et là, pareil, mais gérer tout ça dans ta base de données, envoyer des mails automatiquement.
voilà, il y a vraiment extrêmement beaucoup de cas d'usage possibles. Ouais, j'ai l'impression qu'en fait, c'est un peu entre guillemets sans limite, c'est-à-dire qu'il y a vraiment énormément de possibilités, et notamment quand on est en freelance, on essaye de s'occuper de tout, et c'est pas évident sur, bah, comme tu vois, t'as dit, sur la partie Mm, administrative, sur la facturation, sur mm, la partie prospection, gérer tout ce flux de données, sans parler aussi en fonction de son activité, si on collecte des infos un peu à droite à gauche, puis les organiser de manière assez claire, et qu'on puisse retrouver les informations facilement. Donc c'est mm. assez énorme et du coup il y a un niveau de complexité, j'imagine. Bah, il y a la prise en main aussi au début qui est pas forcément évidente, mais j'imagine Mm. que plus on creuse, plus on se rend compte qu'il y a de possibilités derrière aussi quoi. Ouais, tout à fait. Bah, c'est un peu, il faut y aller doucement. Disons qu'en fait, tout est possible. Maintenant, je pense que même à un niveau débutant, tu peux toujours automatiser des choses pour toi. Il n'y a pas besoin d'être un expert avant de commencer à automatiser des choses. Moi, je connais des personnes qui sont pas du tout, qui ont pas mon niveau d'expertise, sont pas experts du tout sur les outils, sur Make, sur Airtable, tout ça, mais ça les empêche pas de faire vraiment des cas d'usage pour eux. Et de toute façon, il faut bien commencer quelque part. Et souvent, c'est pas les tâches les plus complexes qui nous prennent beaucoup de temps, hein. C'est souvent les tâches les plus simples, hein. Donc, les Hmm. automatisations les plus simples sont généralement celles qui te font gagner le plus de temps. Et voilà, vraiment, faut pas rentrer dans ce biais où, non, mais ça, c'est simple. Une tâche qui te prend 5 minutes, par exemple, par jour, si tu l'automatises, tu te rends compte que tu as gagné une demi-heure dans ta semaine, quoi. Euh, Ouais, puis une tâche, ça peut être même plus que ça, parce que le temps de la tâche, imaginons, c'est 5 minutes, mais ouais, mentalement, ça peut te prendre du temps avant, après, ou même au fil du temps sur la semaine. Donc le gain, il est même presque au-delà du temps pur et dur mais mesuré comme ça, totalement. quoi. Mais totalement, parce que toutes ces micro-tâches, en fait, elles rentrent dans des plages, en fait. Par exemple, tu as une micro-tâche à faire à 10 heures, tu as une autre micro-tâche à faire à 10h30, tu as une autre micro-tâche à faire à midi. Finalement, au lieu d'avoir produit vraiment quelque chose pendant 3 heures d'affilée, parce que c'est important, c'est là où tu apportes le plus de valeur, tu es resté concentré, mais en fait, non, tu arrêtes pas de t'interrompre pour des micro-trucs voilà, qui te coupe en fait ta journée, Mm, alors que tu pourrais l'automatiser et puis te dire, bah, ça, je n'ai plus besoin de m'en occuper, ça tourne tout seul en fond. J'ai comme une assistante ou un assistant virtuel qui s'occupe de tout ça pour moi. Euh, donc, ouais, voilà, automatiser, c'est beaucoup lié à la productivité. Moi, je sais pas si t'es sur iPhone Moi, je suis sur iPhone, ouais. voilà, bah, je sais pas si tu utilises les modes de concentration, par exemple, sur iPhone, mais Non, je c'est connais pas génial. trop. Ça coupe les notifs et tout ça, non? Ouais, tout à fait. Tu te mets des modes de concentration. Donc, par exemple, moi, j'ai 3 modes de concentration. J'en ai un qui s'appelle travail. Typiquement, qu'est-ce que ça fait? Ça fait que de 10 heures à 18 heures, enfin, précisément de 10 heures à midi et demi et de 14 heures à 18 heures. Donc ça, c'est vraiment efficace. En fait, je ne reçois pas certaines notifications. Donc, je ne reçois pas les notifications de mes mails, je ne reçois pas les notifications sur Telegram, je ne reçois pas les notifications qui sont plutôt liées au perso, sauf par exemple ma mère, parce qu'elle, il faut qu'elle puisse me contacter tout le temps, toute la journée, tu vois, il n'y a pas de problème. Et Maman, tu m'appelles quand tu veux. ah bah oui, hein, on sait jamais, c'est la famille, donc ça c'est vraiment important, il faut pas que je rate un appel. Mais sinon, par exemple, toutes les autres notifs, en fait, elles vont être coupées et je vais recevoir que certaines notifs pendant ces plages horaires-là. À midi et Mm. demi, le mode de concentration, il va passer enfin, il va s'annuler et donc là, je vais recevoir toutes les notifs de mes mails d'un coup, tu vois. Et donc ça, c'est hyper pratique à faire hein, sur iPhone, hein, c'est juste dans les modes de concentration. Ah ouais, je Et connaissais pareil, même pas, tu vois, ce mode-là. bah c'est hyper pratique. Puis le soir, par exemple, à 18h30, je sais qu'on veut tous déconnecter du boulot et tout. Et bah, à 18h30, c'est totalement l'inverse. Je vais recevoir que les notifs qui sont liés au perso. Donc pareil, je reçois plus de mails, plus de Slack, plus de plus rien en fait. Je vais recevoir que les notifs Netflix, Uber, les choses comme ça, quoi, tu vois. Et Excellent. voilà. Donc Ah bah écoute, c'est c'est un bon point d'entrée en fait. Ça permet de mettre un pied dedans et puis de se rendre compte de tout le potentiel qu'il y a derrière. totalement, ouais. Totalement. Et voilà, ça, plus l'automatisation,
tu te rends compte qu'en fait, tu redeviens un peu maître de ton temps. Et quand tu es freelance, je pense que c'est ce qui a le plus de valeur, c'est vraiment ton temps, quoi. Tout ce que tu peux, tout ce qui te paraît inutile, qui apporte pas de valeur, et moi, je pense qu'il faut vraiment l'automatiser. Euh, Tu vois, par exemple, un autre cas d'usage aussi que j'ai mis en place récemment. Euh, Moi, je timebox à peu près tout maintenant. Donc, déjà, tous les Donc, tu fais calls, des blocs de tâches. temps dans ta semaine pour organiser Voilà, ton temps de travail. exactement. J'ai des tâches parce que, tu vois, avoir juste une to-do, en fait, visuelle, ça parle pas trop. Moi, il faut vraiment que ça soit dans mon agenda, que je le vois, que je sais planifier. Voilà. Tout ce qui est dans l'agenda, je sais que ça sera fait. Tout ce qui est pas dans l'agenda, soit je vais l'oublier, soit, voilà, Ouais, même ça va si j'ai une flotter, ouais. to-do. Voilà. Et donc, moi, ce que je fais, c'est que j'ai ma petite to-do sur Notion avec tous mes trucs à faire. Et puis, en fait, tous les vendredis, bah, je vais le placer dans mon agenda. Et en fait, ce que je fais, c'est que mon agenda, il est automatiquement synchronisé dans une base de données sur Airtable aussi. Et alors, à quoi ça? Moi, j'ai plusieurs calendriers. J'ai un calendrier meeting, j'ai un calendrier qui s'appelle tâches, j'ai un calendrier perso, j'ai un calendrier coaching parce que je fais aussi un peu des coachings. Et donc, tout ça, bah, dans Airtable, ça retombe. Donc, tous les événements retombent dans ma base de données Airtable. Et donc, je peux calculer, bah, tiens, cette semaine, j'ai passé, je sais pas, 3 heures de meeting, j'ai passé 5 heures de tâches planifiées. Et donc, ça te permet un peu de voir semaine après semaine combien de temps vraiment tu as passé en meeting, combien de temps tu as passé à produire des tâches, combien de coaching tu as fait. Et le fait de le voir, en fait, visuellement, ça te permet de retravailler un peu dessus et de vraiment voir bah, quelle est finalement vraiment la valeur, le travail que tu as vraiment produit sur une journée où tu t'es levé à 10 heures et tu as arrêté de travailler à 19 heures. Des fois, tu te rends compte que tu n'as pas tant travaillé que ça, quoi, finalement. Même si tu as fait une longue journée, Ouais. tu n'es pas en mode. T'as pas vraiment travaillé, quoi, tu vois. Et, euh, et voilà, donc ça, c'est des trucs. Tu peux aussi automatiser ça. Ouais, c'est un bon outil de pilotage pour prendre du recul aussi et voir bah, tout simplement comment le temps est organisé, comment on passe nos journées, et puis de Mm. voir aussi là où on est le meilleur. Peut-être que du coup, c'est des moments de la journée où finalement, bah voilà, enfin, découvrir aussi notre mode de travail, mais avec du recul, plutôt Ouais, qu'être totalement. baissé dans le quotidien, l'impression de charbonner, alors qu'en fait, comme tu dis, ça se trouve, on n'a pas bossé tant que ça. Non, et d'ailleurs, bah, si je peux donner des conseils par rapport à ça, moi je pense que, alors après chacun fonctionne différemment, hein, mais moi par exemple, je m'interdis de prendre des calls le matin, tu vois. Le matin, bon là, on fait cette interview à 10 heures, c'est exceptionnel, mais le matin, c'est là où tu as le plus d'énergie, c'est là où tu es le plus motivé, c'est là où normalement tu devrais faire les choses les plus importantes. Ouais, Euh, je suis d'accord. euh, et après, le reste, en fait, voilà, c'est un peu le one thing, tu vois. Il y a un livre qui s'appelle One Thing. Si tu dois faire qu'une seule chose dans ta journée, c'est quoi? Bah, tu la planifies le matin et là, tu auras vraiment l'impression d'avoir vraiment fait ta journée. Hum. Pareil, les calls, j'essaye de pas en prendre, tu vois, tous les jours. Donc, j'ai pas du tout un calendrier ouvert. Moi, je passe par un formulaire sur mon site, par exemple, mais il n'y a pas de call découverte, de je sais pas quoi, de 15 minutes et tout, parce que si tu en as beaucoup, il y en a un, pareil, ça va tomber, il y en a un, il va tomber à 11 heures, il y en a un, il va tomber à 13 heures. Et en fait, quand tu as un call, généralement, tu te sens obligé, tu sais, de tout de suite faire quelque chose par rapport au call que tu viens d'avoir ou quelque chose par rapport au mail que tu viens de lire. Alors qu'en fait, pas du tout, mais c'est un biais qui se crée. Je viens d'avoir un call, je dois tout de suite faire des actions par rapport au call que je viens d'avoir parce que ça, c'est dans ta tête. Alors que peut-être tu étais en train de travailler sur le projet d'un client que tu dois livrer demain ou après-demain, tu vois. Hum. Et c'est pareil pour les mails. Tu vas lire un mail, ça va te distraire, tu vas dire, ah ouais, c'est vrai que, ah, tiens, je ferais bien de m'en occuper. Et en fait, tout ça, tu es en train de procrastiner. C'est pas parce que tu as lu un mail à 11 heures que tu es obligé de t'en occuper tout de suite, en fait, tu vois. Moi, quand j'envoie un mail, j'attends pas forcément de réponse avant 24 heures, généralement, tu vois. Voilà, 24 heures pour répondre à un mail, je trouve ça raisonnable, tu vois. Parce que c'est très, très, très important. Et donc, et les calls, c'est pareil. Ne prendre les calls que l'après-midi.
Ça va pas du tout réduire le nombre de calls que tu vas avoir de tes prospects, tu vois. C'est pas la peine d'ouvrir ton agenda de 9h à 20h tous les jours pour avoir le plus de prospects Ouais, possible et tout. ouais. Et c'est souvent l'inverse, hein. Généralement, quand moi je prends un call avec sur un calendrier d'un freelance ou quoi et que je vois qu'il est ultra disponible et tout, ça me Tu te donne dis, c'est moins bizarre. confiance que ouais, ouais, je me dis ouais, il est pas très occupé lui, tu vois. Ouais, il attend derrière l'ordi toute la journée que ça tombe, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Alors que, bah non, en fait. Et donc, tu vois, le fait donc de timeboxer tes tâches, ça veut dire de mettre dans tes tâches tous les matins ce que tu as à faire, bah, ça fait que quand tu vas synchroniser ton calendrier, tu sais, les gens ne peuvent pas prendre des calls sur des plages qui sont prises dans ton agenda. Mhm. Déjà, ça, au moins, ça va te permettre d'être sûr de ne pas recevoir de calls, de bien configurer ton calendrier pour pas que ça tombe le matin. Et tu peux aussi aller un peu plus loin en se séparant, en te disant bah, le lundi et le vendredi, je prends pas de call, par exemple. Mhm, Tu vois. mhm. Alors ça, c'est quelque chose que moi, j'ai pas fait encore, mais en tout cas, le matin, voilà, si tu vas sur mon calendrier, le matin, tu peux pas prendre de call. Euh, le matin, je pense que c'est là où tu as le plus de patates. Il faut vraiment envoyer de la production, il faut vraiment se forcer à, voilà, tu lis tes mails à 9h30, tu mets le mode de concentration pour plus recevoir de notifs, tu mets ton téléphone sur le côté et tu charbonnes jusqu'à midi et demi. Et puis après, l'après-midi, tu as un peu moins d'énergie, tu peux prendre des calls. Tu prends tes calls, tu crées ta to-do, tu traites pas tout de suite ce que tu as à faire, tu mets ça dans ta to-do. Et le soir, bah, tu regardes ta to-do, tu regardes ce qui est le plus important et tu le timebox. Voilà. Mhm. Et si tu fais ça, normalement, tu gagnes du temps. Et après, ce que tu peux te dire, pour revenir un peu à l'automatisation, euh, tu te prends un petit temps, par exemple le vendredi, tu te dis, OK, qu'est-ce que je peux automatiser? Tu peux noter, tu vois, tout ce que tu n'automatises pas, tout ce que tu fais, un peu tous les process qui sont tout le temps les mêmes. Tu les notes pareil dans un petit Notion. Tu te dis, bon, bah, qu'est-ce que je peux automatiser? Et tu mets à côté le temps à peu près que ça te prend par semaine. Et là, pareil, visuellement, tu vas dire, ah ouais, c'est vrai que si j'automatise ça, c'est vrai que ça me prend 5 minutes fois 5 par jour. Ça fait quand même beaucoup. Je ferais mieux de l'automatiser. Ça pourrait me prendre 1 heure à automatiser, mais après, sur les semaines à suivre, je vais gagner énormément de temps, quoi, tu vois. Mhm. C'est l'effet cumulé. Yes, mais c'est vrai que en fait, Mm. moi en t'écoutant, je trouve ça hyper intéressant. Et là, moi, les frictions que j'ai un peu, c'est que je fonctionne plus sur un mode intuitif. Donc il y a des fois, je Mm. fais les choses un peu au feeling, et c'est un Mm. peu les limites du truc. Donc c'est pour ça que j'ai besoin comme aussi d'autres gens, de pouvoir structurer les choses, mais sans que ce soit une énorme usine à gaz et où le passage à l'action est pas trop compliqué. Mm. Et c'est vrai que, par exemple, tu vois, tu dis traquer ton temps, c'est une habitude à prendre et en fait, ça porte ses fruits si on le fait sérieusement et sur la durée. C'est vrai que si on le fait un jour sur 10, ça va pas donner Ouais. grand-chose. Et voilà, donc moi, Non, mais c'est un peu Mm. ça. C'est vrai que là, c'est, je pense, le petit switch à faire en disant, bah, le mode intuitif, c'est le mode naturel. Ça demande un certain effort pour structurer, mais pas non plus de surstructurer. Mais Mm. déjà, de passer d'un mode intuitif à un peu plus structuré, bah, ça permet de tester un peu tout ce qu'on a vu ensemble. Et puis, une fois Mm. que la machine est lancée, en fait, ça tourne, quoi. Bien sûr, bien sûr. Et puis en fait, après, c'est une habitude à prendre. Donc, comme toute habitude, il faut pas en faire trop d'un coup. Il faut y aller petit à petit. Moi, je pense que si on devait vraiment démarrer par quelque chose, ça serait de commencer par vraiment essayer de mettre toutes ces tâches dans son agenda. C'est une charge mentale en moins. Et après, peut-être commencer une petite automatisation ou deux, vraiment même très simple. Parce que si tu es en mode roue libre un peu, tu vois, bah, comme tu le dis, au feeling, ce qui peut arriver, c'est le burn-out. Parce que généralement, quand tu es en mode libre comme ça, tu dis un peu oui à tout. Parce que tu vois, par exemple, demain, moi, ça m'est arrivé l'année dernière, hein, j'étais un peu comme ça, en mode naturel, en mode, voilà, oui, 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 je suis dispo, oui, oui, demain, oui, pas de souci. Tu vois, comme tu ne sais pas, t'as pas planifié, tu n'as pas de vision sur ce que tu as à faire sur les 2 prochaines semaines, tu dis oui. Arrive un moment où tu te retrouves un matin comme ça avec une charge de travail immense, Une chape de quatre plomb mails sur la tête. de, mais ouais, et 4 mails de clients qui disent ça en est où?
Et là, tu t'en sors plus. Et finalement, dans ton quotidien, tu sais, ça fait très haut, puis très bas, très haut, très bas. Et en fait, finalement, c'est que ça, quoi, ton activité. À un moment, tu vas être hyper surboqué. Pour une semaine, tu vas être cramé. La semaine d'après, ça va aller, tu vois. Voilà. Et donc, c'est pas constant. Et donc, Mm. mentalement, c'est dur à gérer. On sait que le freelancing, c'est un marathon, c'est une course de fond, c'est pas un sprint. Il faut vraiment tenir sur la durée. Moi, des gens qui se sont cramés comme ça dans le freelancing, surtout aujourd'hui, télétravail, tu fais tes horaires, t'es libre, machin, machin. Mais ça peut être très vicieux parce il y a le côté, il y a le dark side du freelancing. Le dark side du freelancing, c'est justement les gens n'arrivent pas à mettre un périmètre sur leur charge de travail, sur leur, qui n'arrivent pas à déconnecter. Et moi, je parle en connaissance de cause. Ça a été mon cas l'année dernière, début de l'année dernière, où là, ouais, je faisais que travailler, 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 mais je m'en rendais même pas compte, quoi, tu vois. Parce que justement, Ouais. j'étais en mode roue libre comme ça. Maintenant, ça va beaucoup mieux. J'arrive à dire non. Mais j'arrive à dire non parce que je raisonne. Je vois que c'est pas possible. Tu vois, j'ai des chiffres qui me disent, bah là, non, tu peux pas. Tu peux pas prendre ce projet. Tu peux pas prendre ce nouveau client. Tu peux pas accepter cette mission parce que tu as déjà ça à faire. Et donc, voilà, là, c'est mieux de déléguer ou donner à un copain ou voilà. Après, j'automatise aussi beaucoup de choses. Donc, voilà, ça m'aide beaucoup vu que c'est mon métier, donc forcément, tout ce que je peux automatiser, je l'automatise. Mais j'ai pas que des automatisations très compliquées, hein, pour moi, par exemple, tu vois. Au contraire, Ouais. hein, j'ai des automatisations qui sont très simples. Généralement, les calendriers, l'administratif, et puis voilà. Ouais, Ce que mais ça fait j'automatise pour déjà les clients. un bon changement. En fait, toutes ces structures, ça te permet de prendre du recul et de penser, en fait, tout simplement, mais avec de manière plus raisonnable que un peu au feeling, au doigt mouillé, quoi. Oui, tout à fait, tout à fait. Après, j'essaye de garder une petite part de créativité et c'est important, tu vois. Mais voilà, la santé mentale, ça reste quand même, si on veut tenir sur la durée, ça reste quand même le plus important. Il faut savoir pourquoi on travaille, pourquoi on se lève le matin. Et faut connaître un peu les limites aussi et pas faire que travailler, que être en mode roue libre. Enfin, après, voilà, Mhm. je comprends qu'on aime être sur beaucoup de choses en même temps et rien n'empêche, hein, tu vois. Mais c'est juste, voilà, de mettre des petites astuces en place, des petites automatisations ou des petites astuces en place. Et voilà, comme je t'ai dit, par exemple, sur le mode de concentration sur iPhone et tout, c'est des tout petits trucs. Tu vois, j'ai des gens, ils conseillent de mettre ton iPhone en noir et blanc, par exemple, tu vois. Moi, je suis pas fan de ça. J'ai pas acheté un iPhone, je sais pas combien, pour le voir en noir et blanc, tu vois. Ouais, j'avoue. En Mais noir et blanc, je savais pas qu'on pouvait le passer en noir et blanc. tu peux le passer en noir et blanc. Alors, sûrement que ça marche très bien, hein, mais moi, j'ai pas envie, donc j'ai dû trouver autre chose. Euh, et donc, bah, le fait de pas recevoir les notifs, parce que ce qui me fait aller sur mon téléphone, c'est quand je reçois des notifs, finalement. Tu vois, si je reçois pas de notifs, je pense pas aller sur mon téléphone quand je suis en train de travailler. Donc, le fait de pas recevoir de notifs, bah, ça te coupe déjà l'herbe sous le pied. T'as même pas envie d'aller sur ton téléphone. Mhm. Donc, voilà. Excellent. Mm, Eh mm. bien, excellent, mon cher Lilian. Et du coup, si on veut te retrouver, en savoir plus et même suivre une formation que tu proposes, où est-ce qu'on peut te retrouver? Alors moi, je suis en train de créer communauté. D'ailleurs, ça tombe bien. Je fais un peu de promo. Ça Ah, s'appelle bah, t'as raison. qui s'appelle No Code No Pain. Donc c'est un Slack en fait. C'est complètement gratuit. Tout le monde peut venir. Hein, il y a aucun problème. Donc c'est pour les personnes qui veulent devenir ou qui sont freelance dans le No Code. Donc pas Ok. que en automatisation, mais vraiment toute discipline confondue. Donc, on se donne des conseils. Il y a des canaux aussi privés pour qu'on soit vraiment entre freelance. Donc, c'est des canaux où, en fait, avant d'aller dessus, on va vérifier justement si vous êtes vraiment en activité freelance et tout pour pas qu'il y ait des personnes voilà, qui veulent juste un peu voir les tarifs du marché, etc. Donc, on est vraiment entre nous. Donc, il y a la partie libre et la partie un peu privée où c'est que pour vraiment les freelances. Euh, Moi, vous pouvez me suivre. Alors là où je suis très actif, c'est LinkedIn. Ouais. J'ai une chaîne YouTube aussi où je parle de tout ça, d'Airtable, de Make, d'automatisation.
de productivité. Une newsletter aussi, où je raconte un peu ma vie en tant que freelance no-code. Je parle de choses que je raconte pas ailleurs. Donc, si vous voulez voir un peu voilà l'état d'esprit et tout, donc ça s'appelle Lilian, les mémoires d'un freelance no-code. C'est ma newsletter. Et après, plutôt côté business, alors moi je propose, j'ai une formation sur Make assez complète, donc qui va vraiment du niveau zéro, c'est-à-dire vous avez jamais fait une automatisation, vous savez même pas de quoi je parle, jusqu'au niveau où vous êtes capable de délivrer des automatisations très complexes pour des clients et pour en faire votre métier. Donc ça, c'est une formation que j'ai faite avec Contournement, qui fait des formations sur le no-code, sur Airtable, sur Notion. Donc, pareil, tu mettras le lien si tu veux. Yes. Et, et voilà, c'est à peu près tout. Donc, LinkedIn, YouTube, la communauté si vous voulez devenir freelance no-code ou si vous l'êtes déjà. Et après, bah, voilà, en gros, et puis ma formation, si vous voulez vous former là-dessus. Eh bien, génial, ça fait déjà beaucoup. Ouais, 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 c'est clair. Bah, merci en tout cas, Lilian, pour cet échange. C'était hyper riche. Moi, ça me donne plein d'idées, plein d'envie aussi de passer à l'action, d'aller voir aussi ce que je peux améliorer au quotidien pour réduire la charge mentale, mieux vivre aussi la vie de freelance. C'est ça l'idée derrière. Et puis, Hmm. on se retrouvera peut-être à l'occasion d'un sujet en particulier. Et puis, bonne continuation à toi. Merci beaucoup, Anthony. Merci. À très Yes. vite. Ciao, ciao.